Merci d'avoir là aussi répondu à notre invitation. Peut-être d'abord après avoir écouté Édouard Philippe, et puis dans ce contexte de rentrée un peu particulière, c'est la première fois que les assises depuis 2016 ne reçoivent pas de ministre, et pour cause, il n'y en a pas. Bon. Même des missionnaires, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, je le dis pour avoir eu Fatila Katabi hier soir en ligne. Ces ministres, évidemment, des missionnaires ne peuvent pas, vous le savez bien, venir dans de telles manifestations et encore moins, évidemment, s'exprimer. Donc, on est dans cette espèce de vacances momentanées du pouvoir. Mais en cette rentrée, il nous paraissait essentiel, comme on l'avait fait un peu sous la même forme l'an dernier, de vous demander d'Azor, dans un premier round de prise de parole évidemment brève et efficace. Comment vous voyez cette rentrée? Alors, il y a eu le papier du Monde hier, qui insiste d'abord et avant tout sur la crise budgétaire financière. Il y a, on l'a dit là, la loi grand âge qui est remise d'année en année. Bref, un petit point pour chacun d'entre vous sur comment vous voyez cette rentrée, ce contexte politique. Arnaud, si tu veux bien. Merci Luc, bonjour à toutes et tous. C'est vrai que nous nous retrouvons dans un contexte politique un peu particulier. Qui plus est, à quelques semaines où normalement un projet de loi de finances et un projet de loi de finances de la sécurité sociale doit être débattu. Et c'est vrai que ce manque d'interlocuteurs ou d'interlocutrices pose un grand nombre de difficultés. Ce qui n'empêche pas bien évidemment nos fédérations, et là je parle pour la FHF, de travailler pour ensuite bien sûr sensibiliser les parlementaires. Le premier message que je souhaite passer au Premier ministre, c'est qu'il nous faut un ministre de plein exercice. Que ce soit pour le sanitaire comme pour le médico-social. Et d'ailleurs que le sanitaire et le médico-social soient réunis dans le même portefeuille. Mais symboliquement, je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce ministre ou cette ministre de plein exercice, d'avoir cet interlocuteur unique pour pouvoir travailler sur le sujet et de façon, je dirais, très professionnelle et donc aller au fond des choses. On ne peut plus aujourd'hui avoir ces deux thématiques, le sanitaire et le médico-social, qui soient séparés ou traités de manière différente. Je donne juste un exemple. Les difficultés que nous pouvons rencontrer, notamment en période estivale, dans les services d'urgence de l'hôpital public, ont un lien aussi, bien évidemment, avec les personnes âgées que nous retrouvons dans les EHPAD. Ce sont les mêmes patients, les mêmes personnes. Et donc, véritablement, il faut avoir cette vision commune. Deuxièmement, quelle est l'urgence? Quelle est la priorité du futur gouvernement et qui doit être la priorité du Premier ministre? C'est bien évidemment cette loi grand âge. Et le sujet du grand âge fait partie des seules thématiques, on va dire, où tout est partagé. D'ailleurs, quels que soient les bords politiques à l'Assemblée nationale, les constats sont partagés, les solutions sont documentées. Les fédérations, les professionnels ont documenté, ont apporté des solutions. La FHF avait remis, je dirais aussi, un genre de programme clé en main aux ministres concernés il y a quelques mois. Et nous le répétons, l'inaction n'est plus une option aujourd'hui. Tu l'as souligné face aux défis qui sont les nôtres. Et donc l'inaction ne peut plus être présente. L'inaction n'est plus une option. En tout cas, le sujet ne pourra pas être ignoré dans les semaines et les mois qui viennent. Et le prochain gouvernement doit faire suite notamment à l'adoption de la loi qui avait été votée par l'ancienne Assemblée, j'allais dire l'ancienne majorité, enfin du moins l'ancienne Assemblée. Et nous attendons d'ailleurs un certain nombre de décrets d'application qui doivent être signés. Malheureusement, il paraît qu'il y a une dissolution qui est passée par là et tout a été en stand-by. Donc l'urgence, elle est là. L'application des décrets issus de la loi grand âge et derrière, on enclenche les discussions, les échanges sur cette loi de programmation grand âge tant attendue par les professionnels du secteur, mais également par l'ensemble de nos concitoyens. On reviendra sur les décrets dont tu parles, puisqu'il s'agit de l'article 24 de la loi sur l'habilitation à l'aide sociale notamment, mais on va y revenir. Luc Carvounas, donc, tu es président de l'Union nationale des CCAS, Mel d'Arfortville. Les CCAS gèrent
de nombreux EHPAD, déjà encore plus de résidence-autonomie. Là aussi, une petite pastille d'actualité sur la façon dont cette rentrée se déroule. Déjà, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Je souscris à 100% aux propos d'Arnaud Robinet. D'ailleurs, la Fédération et l'UNCAS, on travaille bien ensemble. Vous dire que l'Union nationale des centres communaux d'action sociale voit cette rentrée, avec quand même de l'optimisme. On veut rester optimiste, même si c'est compliqué pour nous. Nous sommes une association de maires, la plus vieille après celle de l'Association des maires de France, créée en 1926. Et c'est difficile de pouvoir construire un dialogue constructif quand on a une valse de ministres. Depuis 2020, je crois que c'est 5 ministres aux solidarités, et depuis 2022, sur les sujets que nous traitons, l'UNCAS, c'est au moins 3 ministres différents sur la question du logement, des outre-mer, etc. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'on avait vraiment cru en la parole de l'État, notamment en 2023, quand Elisabeth Borne avait annoncé une grande loi de programmation, et donc une loi grand âge qui devait être votée en 2024. En janvier, on a eu un changement de Premier ministre et de gouvernement, et ce discours a disparu dans le discours de politique générale de l'époque. Mais malgré tout, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer Catherine Vautrin pour traiter les sujets de l'Union nationale, sur évidemment le grand âge, mais aussi les problèmes sur l'alimentation, le logement, les ultramarins qui sont une de nos priorités, je vais être franc, c'est la première fois que j'ai vu une ministre en charge de ces questions qui avait une vision à 360 degrés. Et j'y voyais aussi là l'appétence d'une élue locale qui savait vraiment, après avoir mis les mains dans le cambouis, de quoi on parlait. Et quand j'ai écouté Édouard Philippe tout à l'heure, je me suis retrouvé aussi dans son discours, parce que nous, les maires, cette fameuse société du bien vieillir dont on parle tant, nous l'organisons quand même dans nos collectivités territoriales sur des sujets aussi factuels, ça a été dit tout à l'heure, qu'un banc. Là où il doit être placé, mais aussi aménager les logements, on y reviendra tout à l'heure. Donc, comme beaucoup d'entre nous, on va attendre les ministres nommés. On va reprendre notre bâton de pèlerin pour recommencer une énième fois ce travail-là. Mais je vais conclure mon premier propos par une évidence. On va tous vieillir. C'est un fait. Quand Édouard Philippe donnait les ratios des jeunes par rapport aux seniors dans sa commune, mais à l'horizon de 2040, on aura plus de personnes de 65 ans et plus que de jeunes qui auront moins de 15 ans. Et donc cette société du bien vieillir, outre le fait qu'il faut un ministère d'État de plein exercice pour organiser cette perspective, mais il faut aussi en faire une grande cause nationale. J'ai écouté les explications de l'ancien Premier ministre. J'ai un petit peu de mal, je veux être franc, à mettre un corollaire avec réforme des retraites et société du bien vieillir. Bon, j'ai un petit peu de mal, c'est peut-être mon tropisme politique qui dit ça, mais vous savez, l'argent, on dit souvent qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais il y a des choix politiques qui sont faits de tout temps dans les gouvernements. Et Édouard Philippe disait qu'il n'y a pas de totem, tant mieux. Alors s'il n'y a pas de totem, pourquoi on ne revient pas sur la question de la suppression de la taxe d'habitation? La taxe d'habitation, l'État se fait lui-même les poches chaque année de 23 milliards d'euros pour rembourser à l'euro près les collectivités, 35 000 en France, indexées sur l'inflation, mais la taxe d'habitation de 2019. Moi, je suis un maire bâtisseur, j'aurais livré plus de 2000 logements d'ici la fin de ce mandat, j'agrandis des écoles, j'en construis, je fais en sorte de répondre à la crise du logement, mais mes recettes fiscales sont cristallisées à 2019. Donc, non seulement je n'ai pas les nouvelles recettes fiscales à se faire au nouveau logement, alors que je réponds à une crise majeure qui est celle du logement, mais en plus, on me pénalise quand je dois venir aider mes EHPAD qui sont, comme une majorité, en déficit. Donc, il y a des choix politiques. Voilà. Donc, je pense que cette taxe d'habitation devrait être remise. En plus, franchement, le panier fiscal moyen, pour ceux qui l'ont payé, c'est 750 €. Si on n'est pas à même de se dire, allez, construisons cette grande société du bien vieillir en redonnant du souffle à l'État avec ces 23 milliards qui se fait lui-même dans les poches, voilà, c'est des choix politiques, c'est comme ça. Mais je suis optimiste pour cette rentrée. Merci Luc, ça fait le 3e maire en un quart d'heure qui intervient. Jean-Marc Borrello, tu n'es pas maire. Bon, et Dieu t'en garde. Mais tu es le gestionnaire d'un grand groupe associatif d'EHPAD, et puis tu connais la chose publique évidemment depuis longtemps. La même chose en cette rentrée,
comment tu vois le prisme grand âge vu par la puissance publique? Bien, d'abord, merci de ton invitation et bonjour à toutes et tous. D'abord, pour participer à cette belle unanimité, je pense aussi qu'un ministre de plein exercice qui cumulerait, entre autres, les sujets santé, médico-sociaux est utile, d'autant plus qu'indépendamment des EHPAD et le reste, le groupe SOS gère aussi des hôpitaux pas très loin de chez toi et que nous avons évidemment des préoccupations évidentes. L'unanimité étant acquise, il y a aussi une réalité, c'est que la maison SOS gère un énorme dispositif de protection sociale de l'enfance et dans quelques jours, j'irai dire, avec d'autres, que la priorité absolue, c'est un grand plan sur la protection sociale de l'enfance. Et d'ailleurs, je crois qu'entre les deux, intervenant dans un colloque sur les banlieues, j'irai affirmer que les banlieues sont une priorité évidente, sans parler des autres métiers du groupe SOS, c'est-à-dire l'accueil des migrants, l'insertion professionnelle, la culture pour tous. Et donc, je pourrais assez facilement exprimer dans chacun de ces cénacles que la priorité absolue, c'est vous. Alors, c'est vous, parmi d'autres, et évidemment que nous sommes tous à peu près alignés sur le fait qu'il faut une loi grand âge. Alors, en attendant la loi grand âge, il y a une loi qui a été votée. Il faut l'appliquer, mais pardon d'être un peu technique, il ne faut pas l'appliquer n'importe comment. C'est-à-dire que la loi, c'est bien, les décrets d'application, c'est mieux. Il y a des ouvertures qui ont été prévues par la loi, dont une à laquelle, évidemment, je suis particulièrement attaché, qui s'appelle le surloyer solidaire. Alors j'y suis attaché parce que le groupe SOS l'a mise en place depuis 7 ans. On a un peu anticipé l'évolution législative et que nous avons pu, chemin faisant, dans 70 départements avec des élus départementaux, des maires et évidemment les ARS, se rendre compte qu'assez vite, à l'épreuve des faits, ça fonctionnait et ça permettait aux EHPAD, non pas de tout résoudre, mais d'aller mieux. Alors, je vous avoue, mais je resterai là-dessus parce que on peut renvoyer à la sphère publique ses responsabilités. Nous avons pensé, c'est une idée qui était la nôtre, qu'il n'y avait rien de choquant que dans un établissement dans lequel des personnes avaient des revenus différents, le coût soit différencié. Alors, objectivement, nous avons inventé l'eau tiède, ça existe dans le logement social depuis des années. Lorsque, dans nos 1000 crèches parisiennes, nous faisons participer les parents, on le fait en fonction du quotient familial, et donc les parents qui ont plus de revenus participent de manière plus importante. Et évidemment, sur nos EHPAD, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le département, la commune et l'ARS sur le niveau d'aide sociale, c'est-à-dire quel est le niveau d'aide sociale utile sur le lieu, et on gère en parfaite intelligence d'ailleurs au Havre un EHPAD avec la mairie du Havre et les établissements publics. Une fois qu'on a fait ça, il y a une possibilité de surloyer solidaire. On a choisi le nom qui pourrait être le moins taxé de libéralisme échevelé, donc en prenant l'exemple sur le logement social, et objectivement, ça fait la différence entre une association qui aurait pu être déficitaire, ce qui n'est pas un cas tout à fait isolé dans le secteur, et une association qui est équilibrée. Donc c'est, me semble-t-il, pas un choix philosophique, parce que la philosophie, c'est de dire les EHPAD ne doivent pas devenir une espèce de poursuite de la vie en séparant soigneusement ceux qui n'ont pas de moyens du tout, ceux qui ont un peu de moyens et ceux qui ont beaucoup de moyens. C'est un lieu de vie qui est régulièrement choisi en fonction de sa position géographique et pas de son statut. Évidemment que nous sommes infiniment moins coûteux que les EHPAD privés lucratifs, j'espère qu'on en dira un mot à un moment ou à un autre, mais aussi nous faisons participer un peu plus ceux qui ont des revenus qui leur permettent de participer à un âge où, objectivement, l'idée de faire des économies n'est plus tout à fait d'actualité. Donc c'est un vrai sujet. J'espère que les décrets qui seront pris ne vont pas limiter outre mesure ce sujet, parce que j'ai la conviction que c'est une facilité
pour nos EHPAD, y compris certains EHPAD publics qui l'ont mis dans leur convention, ou des CCAS, qui permettent aux EHPAD de vivre un peu mieux ou de survivre, même si ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'équilibre économique des EHPAD. Oui, alors, bon, vous l'avez bien compris, c'est une question essentielle, évidemment, pour les établissements publics et associatifs notamment, puisqu'ils sont principalement habilités à l'aide sociale. Et ce que fait Jean-Marc, on appelle d'ailleurs, à un moment donné, on appelait ça le surloyer Borello, en toute modestie, puisque tu as été un peu précurseur sur ces... La loi n'interdisait pas de le faire dès lors que le département était d'accord. Bon. La loi d'avril dernier permet maintenant de généraliser ce dispositif, et il a été quand même poussé, mais tu vas nous en dire un mot, Arnaud, aussi par la Fédération hospitalière de France, puisque les établissements publics, ça leur donne d'une certaine manière un moyen de respiration budgétaire, et c'est pour ça que vous avez défendu cette mesure. Oui, nous avons défendu cette mesure, et c'est vrai que ça a fait débat au sein du conseil d'administration et dans les différents échanges que nous avons eus. Il y a 2 écoles. Nous avons considéré majoritairement que ça allait plutôt dans le bon sens à un moment où nos EHPAD se retrouvent dans des situations budgétaires et financières critiques. Et ce surloyer solidaire, on peut appeler, donc j'ai bien noté la mesure Borello, nous semblait en tout cas pertinente. Donc oui, nous avons soutenu cette proposition. Je voudrais revenir juste sur un point, parce que c'est vrai que dans ta première question, tu nous demandais comment vous voyez, je dirais, cette rentrée politique au sens noble du terme. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons cité cette loi de programmation grand âge. Je dirais qu'avant de se lancer aussi, et il le faut, c'est urgent dans ces échanges, ces énièmes échanges, parce que comme tu l'as dit, nous avons pris notre bâton de pèlerin à plusieurs reprises avec les différents ministres qui se sont succédés depuis quelques années. Nous demandons aussi à ce que, je dirais, les dispositifs qui étaient inscrits dans la loi de finances de la Sécurité sociale 2024 soient aussi appliqués, que les mesures qui ont été votées en avril dernier dans la loi grand âge ou bien vieillir soient aussi appliquées. Je prendrai 2 exemples. Dans le cadre de la loi de finances 2024, elle avait engagé, celle-ci, une simplification attendue à l'expérimentation de la fusion des sections tarifaires et dépendance. Alors, nous restons bien sûr dans l'attente du décret d'application. Nous pensons que pour la FHF, c'est une réforme indispensable, et d'ailleurs, nous souhaitons sa généralisation, donc nous attendons ce décret d'application. Là, au bien vieillir, bien évidemment, dans le cadre qui a, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, c'était un début, et il y a eu une sensibilisation des parlementaires sur le sujet. Des exemples sont aussi assez nombreux, des choses qui vont dans le bon sens, la généralisation du dépistage précoce des fragilités ou celle des groupements territoriaux de coopération médico-sociale. Mais je rappelle que justement cette loi bien vieillir avait inscrit cette loi de programmation pluriannuelle qui devait être appliquée ou mise en place fin 2024. Alors je ne me fais pas trop d'illusions sur le timing et sur le calendrier au vu de l'actualité, mais voilà, il va falloir continuer à pousser. Et dans un paysage politique, du moins à l'Assemblée, qui est assez fracturé et morcelé, je reste persuadé que cette loi bien vieillir ou cette loi grand âge permettrait un moment d'avoir une parenthèse de consensus sur les bancs de l'hémicycle, parce que quels que soient d'ailleurs les bancs où peuvent siéger nos parlementaires, s'il y a vraiment un sujet qui peut rassembler nos représentants nationaux, c'est bien le grand âge, la prise en compte de l'avenir de nos personnes âgées et de nos aînés. Donc voilà, c'est un message que l'on peut lancer ensemble au futur gouvernement et au Premier ministre. Merci d'avoir introduit dans le débat cette question aussi de la fusion soins-dépendance. On y reviendra dès cet après-midi avec nos interlocuteurs. Mais effectivement, il y a eu un papier dans Le Monde, là aussi, en plein cœur de l'été, je ne parle pas de celui d'hier, mais en plein cœur de l'été, pour savoir si signer le décret d'application de cette expérimentation était ou pas affaire courante. Il a été manifestement considéré que c'était une réforme suffisamment importante
pour ne pas être considéré comme une affaire courante, et le décret du coup n'a pas été signé, et ce serait le tout premier acte du prochain ministre pour que, au 1er janvier prochain, les 22 ou 23 départements qui ont décidé de l'expérimenter puissent le faire, puisque c'est une réforme absolument, effectivement, essentielle. Luc, tu as été sénateur, tu as été député, oui, tu es très jeune et tu as fait tout ça déjà. À la veille du débat parlementaire l'Assemblée se réunit à nouveau, sauf session extraordinaire décidée, mais sinon début octobre. Et le premier outil qui va arriver dans les mains des parlementaires, c'est le PLFSS. Comment tu sens l'ambiance? Et par exemple, Arnaud Robinet vient de le dire, d'une certaine manière, dans cette mosaïque de groupes parlementaires aujourd'hui où personne n'a la majorité, est-ce que la question du grand âge, est-ce que la question du PLFSS, je l'ai dit devant le président de la Commission des Affaires sociales, Paul Christophe, est-ce que cet objet médico-social, cet objet EHPAD pourrait être sur la table parmi les grands sujets de consensus? Déjà, tout à l'heure, quand je disais que j'étais optimiste, le fait que Paul Christophe soit président de la Commission Affaires sociales, ça me rend encore plus optimiste, parce qu'on a, au-delà d'un député, un ancien élu local aussi, un maire, président d'Interco, et il a participé notamment à la création de la 5e branche. Donc on a quelqu'un qui, comme on dit communément, sait de quoi il parle. Bon. Après, il va bien falloir trouver des solutions pour financer, trouver un financement stable pour nos EHPAD, entre autres. Et le surloyer solidaire est une réponse, et moi, elle ne me choque pas du tout, pour les raisons que tu as évoquées, hein, Jean-Marc. Ça existe par ailleurs, les quotients familiaux, le logement HLM, etc. Mais je me souviens, pour rebondir sur ce que dit Arnaud, sur le débat, qui est un débat plutôt, on va dire, serein sur ces questions du bien vieillir au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat, parce que chacun cherche à trouver une co-construction qui puisse permettre de trouver des réponses pratico-pratiques pour vous tous dans la salle, et puis pour nous aussi, les élus en responsabilité. Mais ce débat d'ailleurs donnait aussi des propositions qui avaient été votées précédemment par la Commission des Finances. Je pense notamment à l'amendement de mon amie Christine Pires-Beaune, qui cherchait à transformer le coût de l'EHPAD en crédit d'impôt pour les familles. Malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle le 49.3. Et donc, on ne peut pas avoir des parlementaires qui font le job, qui cherchent du consensus, qui donnent des propositions et des réponses qui aboutissent à construire un chemin collectif, et qu'ensuite, au moment crucial, on ne puisse pas le voter comme ça a été choisi par les parlementaires en commission. Donc j'espère que le prochain gouvernement saura trouver un chemin qui va dans ce sens. Après, je vois aussi ce qui s'est passé en début d'année. Les fameux 10 milliards rayés d'un trait de plume. Dans les 10 milliards traités d'un trait de plume, il y avait les questions dont on parle, notamment la dépendance, pour plusieurs millions d'euros de supprimés, alors qu'on nous dit qu'on sera à 4 millions de personnes dépendantes d'ici 2030. Bon, voilà, encore une fois, il n'y a pas d'argent magique, il y a de la bonne volonté politique pour trouver des choix communs, mais il faut que les processus démocratiques aillent jusqu'à leur bout, ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans, puisque chaque PLF et PLFSS ont été votés par 49.3, ce qui veut dire que tout le travail parlementaire, depuis 2022, est balayé d'un revers de la main. Alors, on a posé les jalons un peu de cette rentrée politique. Je voudrais qu'on en vienne aussi à la question qu'on voulait vous poser, mais au fond, qui est une des questions, Édouard Philippe l'a dit d'ailleurs, qui n'est pas seulement la question budgétaire et financière, mais aussi d'une forme de question existentielle. C'est quoi l'avenir des EHPAD? Est-ce que l'EHPAD est le bon modèle? Comment vous le sentez, vous, en tant qu'élus locaux? Mais comment le sens-tu, toi, Jean-Marc Borello, qui, au-delà des EHPAD, tu l'as dit, toute une myriade d'activités au sein du groupe SOS, et au fond, sur le terrain, comment, et à travers les directeurs que tu animes, est-ce que l'EHPAD est uniquement à bout de souffle en termes budgétaires et dans son modèle économique, on y reviendra cet après-midi, ou est-ce qu'au fond, on sent bien que ce modèle créé dans les années 70-80 comme maison de retraite et au début des années 2000 comme EHPAD, est-ce que ce système-là, sociologiquement, sociétalement, t'apparaît à bout de souffle? Moi, il m'apparaît porteur de promesses optimistes pour l'avenir, sous réserve d'accepter de ne pas être EHPADO-centré, mais bien de devenir le lieu d'animation d'une politique du grand âge. Dans un EHPAD, on peut imaginer toute une série d'activités. Je crois que la semaine prochaine, je vais, croisant 2 programmes d'SOS, inaugurer un café
dans un village, donc un de nos 1000 cafés en ruralité, sur le terrain de l'EHPAD. C'est-à-dire que sur le terrain de l'EHPAD, il y aura un bistrot qu'on a construit qui va accueillir les gens du village, ou les gens de passage d'ailleurs, parce que ça fera de la vie, ça fera fonctionner, ça permettra aux familles d'amener leurs aînés. Depuis près de 20 ans, on pratique la colocation intergénérationnelle, et en particulier sur l'Île-de-France, où des personnes âgées disposant de grands logements accueillent des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la chambre qui a été celle des enfants avant qu'ils ne s'en aillent. Ça rassure les personnes âgées de ne pas être seules. Ça permet à de jeunes étudiants d'avoir des hébergements à des prix convenables. Depuis très longtemps, on a ouvert nos EHPAD et les services des EHPAD aux gens des villages. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on peut venir, dans ceux qui sont équipés, profiter de la télémédecine, parce qu'il n'y a pas de médecin dans le village, et parce que la salle de télémédecine avec un professionnel qui sert aux résidents de l'EHPAD, elle peut servir aux gens du village. On rêve aussi d'aller faire très naturellement, et on le fait ici ou là, de l'aide à domicile à partir de l'EHPAD. Parce qu'encore une fois, un village en ruralité, faire venir une association d'aide à domicile de la préfecture qui est à 80 km en voiture pour amener 2 plateaux, ça ne nous paraît pas le meilleur moyen de faire vivre correctement et les personnes âgées à domicile et les associations d'aide à domicile. Donc, ce qu'on a appelé l'EHPAD plateforme, qui est à peu près ce que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous faites dans vos institutions, c'est évidemment un EHPAD qui est, par exemple, à côté d'une résidence personnes âgées, qui permet donc à des personnes âgées de vivre en autonomie aussi longtemps qu'elles sont autonomes, tout en bénéficiant des activités de l'EHPAD et éventuellement d'une intervention en cas de pépin grâce au personnel de l'EHPAD. On travaille évidemment en gérant dans certaines régions des gros systèmes hospitaliers avec nos propres hôpitaux. La visite préalable à l'admission qui permet d'avoir un dossier dans l'EHPAD, qui permet aux médecins de savoir systématiquement quelles sont les préoccupations de santé des résidents et donc d'éviter à chaque moment une hospitalisation aux urgences qui est pénible avec tout ce qu'elle comporte. Donc faire vivre tout ce dispositif dans lequel l'EHPAD est inclus, et souvent en lien d'ailleurs très proche avec les communes, qui sont très investies dans la plupart de nos EHPAD. C'est sans doute le moyen demain d'avoir des EHPAD plateformes, en tout cas des EHPAD lieux de vie, au-delà de l'hébergement des personnes en situation de dépendance. Arnaud, toi tu as à la FHF, je ne te parle pas comme maire de Reims, mais comme président de la Fédération hospitalière de France, tu présides un conseil d'administration dans lequel il y a des hôpitaux, des CHU, des services à domicile, des HAD, enfin toute la gamme et la palette de services et d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et au sein de cette palette, il y a l'EHPAD. Quelles sont les discussions au sein de la FHF sur l'avenir des EHPAD? Est-ce que tu sens aussi sinon cette crise existentielle, en tout cas cette réflexion sur le modèle même de l'EHPAD? Aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'il y a tout un pan ou une partie de l'offre qui est aujourd'hui menacée pour plusieurs raisons. Premièrement, bien évidemment, la crise financière, et la FHF a largement documenté ces dernières semaines et alerté les pouvoirs publics sur la situation catastrophique des EHPAD publics de manière générale. Deuxième difficulté, c'est cette crise de gouvernance, avec ce double pilotage ou double tutelle ARS-département. Et enfin, troisième difficulté, c'est le déficit d'image, voilà, qui fait suite notamment bien sûr à l'affaire Orpea. Mais bon, aujourd'hui, il ne faut pas, je dirais, se baisser les bras et rester optimiste. D'ailleurs, je trouve que le nom de la table ronde ou la thématique de la table ronde, c'est assez provocateur. Est-ce que les EHPAD ont un avenir? Mais oui, ils ont un avenir. Et c'est la réflexion que nous menons au sein de la FHF et des propositions que nous avons faites. Pourquoi? Parce que devant la grande dépendance qui nous attend, qui est un des défis majeurs de notre société, l'hébergement permanent ou temporaire reste et restera une solution indispensable pour les résidents et leurs proches.
Deuxièmement, il faut aussi rappeler l'importance des EHPAD dans notre société. Je crois que c'est à peu près 600 000 personnes aujourd'hui en France qui vivent dans nos établissements publics, associatifs ou privés. Et puis, pour beaucoup de nos concitoyens, l'EHPAD, c'est le service public de proximité auquel il est ou nous sommes attachés. Alors, bien évidemment, quand on dit tout ça, il faut faire des propositions. Et nous pensons qu'il faut transformer, mais ça rejoint ce que tu disais, transformer, je dirais, ces EHPAD. Il faut transformer l'organisation, il faut transformer l'architecture, en ayant, bien sûr, en mettant en avant une approche domiciliaire et en faisant de ces derniers des véritables plateformes de services, multiservices, qui articulent les formes d'hébergement, le service à domicile, des établissements qui s'ouvrent sur la société, établissements qui s'ouvrent sur la vie de la cité. Et tu as donné un exemple, notamment en milieu rural. Et puis, derrière tout ça, l'ouverture des EHPAD, l'organisation, il y a aussi la question de la médicalisation des EHPAD. Il faut aller vers plus de médicalisation des EHPAD, notamment en accentuant bien sûr ce lien, cette complémentarité entre établissements sanitaires, hôpital public et EHPAD. C'est quelques solutions, en tout cas, que nous avons mis sur la table, du moins propositions que nous avons faites au pouvoir public. Elles sont nombreuses et variées, mais tout ça montre, à travers les différents travaux que nous pouvons mener chacun dans nos fédérations ou nos structures, que les EHPAD ne sont pas morts, vivent les EHPAD et ils ont un avenir. Luc ? Alors, pour celles et ceux qui le savent peut-être, un de mes illustres prédécesseurs, maire d'Alfortville, Joseph Franceschi, a été le premier secrétaire d'État en charge des personnes âgées sous la Ve République. Alors, je ne vais pas commencer à dire que les EHPAD n'ont pas d'avenir, sinon je me ferais fâcher. Plus sérieusement, par rapport à ce qu'a dit Arnaud, on aura besoin d'EHPAD de toute façon. Hein. Le chiffre, c'est qu'on aura besoin certainement d'ici 2050 de 350 000 lits supplémentaires. Donc on aura besoin d'EHPAD. Là où il faut se poser des questions, c'est est-ce que l'EHPAD des origines est le même aujourd'hui avec des pathologies de résidents parfois lourdes, hein, maladie d'Alzheimer par exemple, qu'il faut traiter différemment dans la structure. Et donc il faut qu'on se pose la question de l'attractivité des EHPAD, période post-Covid, période hors PA, tout ça ne facilite pas les familles à se dire c'est peut-être une bonne solution. Du coup, on a moins aujourd'hui de résidents qu'hier. Il y a aussi un problème d'attractivité de recrutement pour les métiers qu'il faut revaloriser. On se tire même la bourre entre le privé et le public. Souvenez-vous du Ségur qui avait oublié les 26 000 aides à domicile du secteur public, et on a à l'UNCAS, avec d'autres, fait en sorte que la copie soit corrigée. Et donc, toutes ces questions-là sur l'attractivité de la structure même, sa différenciation au sein de la structure, des idées d'EHPAD plateforme, c'est formidable. Il va falloir qu'on regarde cela et qu'on puisse en faire écho. Mais l'EHPAD ne sera pas non plus la seule solution. C'est une myriade d'équipements. Je pense que la résidence autonome a perdu beaucoup de son relief. Aujourd'hui, les services, résidences services seniors sont une opportunité, même si, je le disais à Thierry Baudet, le président du CESE, moi j'en fais des résidences services seniors chez moi. C'est quand même pour un panier retraité plus. Il faut savoir que la résidence que je vais inaugurer, ça passe de 1400 à 2300 du studio au F3, hors option. Donc c'est moyenne d'âge 83 ans, c'est des veufs ou des veuves qui ne veulent pas se retrouver tout seuls, enfin vous savez tout ça. Donc c'est tout ce panel-là qui fait que l'on construit la société du bien vieillir dans nos collectivités territoriales, avec les aménagements, avec les commerces, avec les services comme les médecins, etc., pour lutter contre la désertification médicale. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que nous, les maires, on l'a construit de toute façon, cette société du bien vieillir. Alors, l'EHPAD est aujourd'hui en grande souffrance financière, hein, d'une manière générale, hein, sont tous en déficit. Je me souviens, lorsque Aurore Berger avait repris à son compte la proposition de son prédécesseur, de la fameuse enveloppe de 100 millions exceptionnelle pour les EHPAD, c'était l'année dernière. Oui, alors 100 millions, c'est pas mal d'argent. Mais pour un département comme le mien, le Val-de-Marne, c'était 1,2 million l'enveloppe, quand on sait que mon propre EHPAD public est en déficit de 300 000 euros. Bon. Et en plus, on avait été exclus du tour de table parce que le gouvernement considérait que de toute façon, les EHPAD liés aux collectivités territoriales seraient toujours renfloués
par les collectivités territoriales. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur notre budget de fonctionnement qui n'est pas exponentiel. Donc voilà, donc forcément il faut s'interroger. Forcément, il faudra, et dans le cadre du PLFSS, nous on va faire des propositions d'amendements pour revaloriser aussi les métiers. Il faut leur donner de la consistance, et parce que de toute façon, on aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours besoin de ce type de structure. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer l'EHPAD dans un vrai parcours résidentiel, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, qu'on ait la possibilité, alors nous, collectivités locales, avec notamment bien sûr nos partenaires, les bailleurs et bien d'autres, qu'on crée un véritable parcours résidentiel. Je ne sais pas si Paul Christophe est encore là. S'il est là, je vais lui demander de venir nous rejoindre. Ce n'est pas prévu, hein, mais comme il est président de la Commission des affaires sociales et que c'est un interlocuteur que l'on va maintenant avoir régulièrement, il n'était pas invité aux assises puisqu'il n'était pas encore président. Mais maintenant qu'il est président et qu'il a accepté de venir ce matin, asseyez-vous, Paul Christophe. Peut-être un mot de commentaire, mais peut-être que le mot de commentaire, vous allez l'avoir en répondant à la toute dernière question que je voulais poser à l'ensemble de nos intervenants, donc vous allez être le premier à y répondre. Je viens d'apprendre que le gouvernement est nommé. Vous êtes ministre des personnes âgées. C'est vraiment de l'impro, alors. Hein. Non, c'est pas vrai. On simule. Quelles sont les deux mesures que vous prenez? Là, vous êtes ministre des personnes âgées depuis 5 minutes. Quelles sont dans la tête les 2 orientations que vous souhaitez prendre? Alors, merci pour cet exercice d'improvisation, qui, comme son nom l'indique, est une vraie improvisation, jusqu'au poste ministériel. Hein. Ne le répétez surtout pas, et j'espère qu'il n'y a pas de témoins de journaux dans la salle, parce que autrement je vais t'embêter. En tout cas, bien évidemment, je vous salue toutes et tous, et vous remercie de cette invitation, cher Luc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a répété Luc Carbonas tout à l'heure, j'ai porté l'amendement qui a créé la 5e branche de la sécurité sociale dans le cadre de la mission qui m'était dévolue de rapporter la loi dite CADES et autonomie à l'époque. Donc je ne vais pas vous mentir en vous faisant croire que le sujet ne m'intéresse pas. Moi, je pense très clairement que l'EHPAD, et peut-être qu'il faudra même faire évoluer son nom, c'est un lieu de vie par excellence. Et les témoignages que vous avez apportés tous les 3, qui rejoignent celui d'Édouard Philippe tout à l'heure, convergent finalement dans cette lecture. L'EHPAD comme le lieu de bien vieillir, mais aussi un lieu de vie. Et finalement, vous avez touché du doigt, de par vos expériences et de vos propos, des évolutions de ce que sera, ce que déjà presque l'EHPAD de demain, mais ce qui sera encore inclus dans la société, finalement dans la ville, mais aussi dans la ruralité. J'étais très sensible à vos propositions. Et donc je pense très clairement que l'EHPAD demain est le lieu de vie par excellence dans lequel non seulement on va vieillir, mais dans lequel on va vivre aussi. Et d'ailleurs, ça rejoint également l'attractivité des métiers. Alors je salue évidemment toutes celles et ceux qui exercent dans ces établissements merveilleux, souvent méconnus ou dévalorisés, alors que pourtant ils ont un rôle pilier essentiel par rapport à notre société. Mais je pense que très clairement demain, on a touché du doigt le médico-social, le sanitaire. Je pense que les métiers demain devront être transversaux et non plus verticaux. C'est-à-dire qu'on devra pouvoir organiser sa carrière, changer de métier, tout en restant finalement protégé par un statut, que ce soit du domiciliaire, que ce soit finalement de l'établissement, ou que ce soit même dans le champ du handicap. Et donc voilà des évolutions en tout cas pour moi que je touche du doigt. Bien évidemment, on parle finance. On a quand même à l'époque des rapports qui parlaient d'une trajectoire à 10 milliards d'euros. On a dégagé 1 milliard d'euros à la création de la 5e branche, 2,4 milliards qui tombent cette année au titre de la CSG. Ça veut dire que le champ des possibles, il est là. Quand moi je vois ce qu'est capable de faire la CADES, justement, un amortissement de la dette, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur cette capacité à financer et que finalement ce mur, pour paraphraser ce que vous avez dit tout à l'heure vis-à-vis d'Edouard Philippe, de 2030, il n'est pas infranchissable. Je pense qu'il suffit de se retrousser les manches. On a des acteurs connus, reconnus, des gens de terrain, des gens qui mouillent la chemise, et on se doit finalement de rassembler tout ça avec une perspective positive. Vous savez que j'ai aussi beaucoup travaillé sur les aidants, et je pense que là aussi l'EHPAD est un lieu de répit, peut-être un lieu de répit, peut-être un lieu tourné vers les aidants, pour vous dire que voilà que c'est un métier qui va peut-être être celui qui va le plus évoluer finalement dans les années à venir, et ça aussi, ça me rend très positif, cher Luc. Merci. Alors finalement, non, j'ai fait une erreur, c'est Jean-Marc Borrello qui est ministre. C'est plus improbable, hein, mais... Allez, une mesure. Étant le doyen d'âge de la tribune, ça paraît très logique. Donc la première mesure est claire, je démissionne. Donc vous pouvez considérer que je suis un ancien ministre. Et en qualité de responsable associatif et de pape ou de parrain de l'économie sociale et solidaire, je considère que nos associations, coopératives, mutuelles, etc., ont un rôle particulier,
car nous avons l'infini avantage de ne pas avoir à servir des dividendes à des actionnaires. Alors, je m'étais promis d'être consensuel, mais peut-être que là aussi c'est un peu tard. Nous devons à cette quête effrénée de l'argent, ce mépris de la réglementation, ce mépris de la loi, une grande partie des difficultés que nous venons de traverser grâce à certains établissements privés lucratifs. On ne peut pas confier la vie de nos aînés à des logiques purement économiques. Si je rajeunissais un peu, je pourrais scander que nos vies ne sont pas des marchandises, que la santé n'est pas une marchandise, les EHPAD ne sont pas non plus des marchandises. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que cette logique économique a disparu. Et je souhaite bien du plaisir à nos investisseurs, sauf quand ils ont une mission d'intérêt général, ce qui est le cas au moins de l'un d'entre eux, pour équilibrer ou faire des résultats en gérant des EHPAD à l'avenir. Je n'ai pas envie d'une société dans laquelle seuls ceux qui en ont les moyens sont traités convenablement. Je n'ai pas envie d'une société qui continue à catégoriser les gens en fonction de leurs revenus jusqu'au moment où ils perdent leur indépendance. Donc je pense que nos sujets, et évidemment on travaille extrêmement bien, on a toute une série d'établissements, y compris des CCAS ou des établissements issus du monde hospitalier, qui ont demandé à rejoindre le groupe SOS, ça c'est un détail, on les a accueillis et on a réussi à faire avec les statuts pas si simples à intégrer de l'associatif ou de l'hospitalier avec le groupe SOS. Je voudrais simplement dire qu'il y a une petite urgence pour mes camarades associatifs qui sont ici et ceux qui n'y sont pas. C'est que j'ai regardé hier soir en quittant mon bureau, il y a aujourd'hui 70 établissements en risque de disparition, répartis par petits, moyens, grands groupes, qui sont dans une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation, et qui sont donc arrivés à la maison SOS, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont arrivés ailleurs. Ça veut dire que ces établissements risquent de disparaître. Nous allons nous retrouver, quel que soit l'impétrant, devant le mur dans le prochain quinquennat. Il faut construire des EHPAD, il faut les améliorer, il faut les rénover, il faut mieux les financer, il faut être plus innovant. Mais aujourd'hui, demain, il faut sauver tous ceux qui risquent de disparaître. Et ça, c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de reparler, y compris avec celles et ceux qui vont rédiger les décrets d'application de la loi qui a été votée. Mais je ne manquerai pas, Monsieur le Président, de venir, comme je le fais avec une assiduité ancienne, vous présenter les quelques solutions qui permettent de continuer d'avancer, d'espérer et permettre au monde associatif, au monde hospitalier et à nos amis des collectivités locales et des CCAS de créer l'EHPAD de demain et lui permettre de bien vivre. Merci. Comme nous devons accueillir, pour conclure la matinée, Thierry Baudet, vraiment un flash, Arnaud et Luc. Alors peut-être un a plus de chances d'être ministre que l'autre, mais Arnaud... Arnaud, oui, là... Arnaud. Non, moi, président... De la FHF. De la FHF. Ah oui. Non, très clair. Deux mesures rapides. Premièrement, c'est comme on l'a évoqué, c'est le lancement des travaux réunissant les élus et l'ensemble des professionnels, donc sur les acteurs sur la loi programmation grand âge. Et puis deuxième mesure, là qui concerne le secteur public, et c'est une mesure d'équité qui concerne le régime socio-fiscal d'établissement qui doit être corrigé parce qu'il y a là une différence importante qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter entre le secteur public et le secteur privé sur ce régime socio-fiscal. Donc, mesure d'équité. Luc. Alors très rapidement, déjà, j'espère que ce n'est pas enregistré parce que je sais qu'ils cherchent des personnalités de gauche, il ne faut pas donner de mauvaises idées, hein, mais du coup, moi, je refuserais d'y entrer si on m'appelait. Et je vais plutôt me permettre de donner des conseils à mes trois voisins qui, eux, peuvent très certainement appeler dès cet après-midi. D'abord, de n'accepter que si vous êtes ministre de plein exercice et pas secrétaire d'État. Ensuite, d'accepter parce qu'il y aura une grande cause nationale pour la Société du bien vieillir et une vraie loi de programmation pour aussi, dans l'offre que j'évoquais tout à l'heure,
adapter les logements, puisqu'une grande majorité de nos compatriotes veulent finir de vivre chez eux, mais ça pose aussi d'autres questions, comme celle des aidants, quel statut pour eux, etc. etc. Donc bonne chance. Arnaud, si tu es appelé, tu me préviens. Et merci en tout cas pour l'invitation.